Est-ce que 2001 Odyssée de l'espace n'est qu'une grosse bouse prétentieuse, un spectacle vide de sens pour que les intellectuels attardés puissent se péter les bretelles en se pensant meilleurs que tout le monde avec leurs damnés films plates et interminables? Eh bien, il y a beaucoup de monde qui ont l'air de penser ça à notre époque et je pensais jamais que viendrait le jour où j'aurais besoin de justifier ou d'expliquer pourquoi j'aime autant, parce que je vais vous vendre un punch. C'est ça, la question c'est est-ce que 2001 est une bouse totale? Non, soyons sérieux, c'est un chef-d'œuvre colossal. C'est un des plus grands chefs-d'œuvre de tous les temps, toutes catégories artistiques confondues. Mais depuis plusieurs années, je vois des gens mentionner sur Internet que c'est plate, c'est ennuyeux, il se passe rien, ouais, le premier 20 minutes, c'est juste des singes, bon, etc., etc., etc. Puis, la réputation jadis parfaite de 2001 et s'est effritée au fil d'années. Pour aujourd'hui, ben, beaucoup de gens ne l'écoutent plus. Eh bien, corrigeons aujourd'hui ce regrettable impair, cette tragédie d'envergure cosmique. On va faire une affaire aujourd'hui que ça me tente de faire depuis ben longtemps, avant même que j'aie la chaîne en vérité. On va analyser un petit bout de 2001 de l'espace. Mais une analyse qui va nous montrer, parce qu'on peut l'appliquer au film au complet, le niveau de maestria totale et absolue dont fait preuve Stanley Kubrick dans 2001 de l'espace. Donc, puis fait que d'habitude, c'est ça, pourquoi c'est bon, il faut qu'on cherche les qualités. Bon, mais là, aujourd'hui, c'est un épisode, on va dire, spécial parce que il y a tellement de qualités dans le film que, c'est ça. On va faire aujourd'hui une analyse d'un film qui représente ce que le cinéma peut accomplir de plus parfait. Okay. Puis voilà, donc sans plus tarder, commençons. Je vais quand même mentionner qu'il y a une critique, il y a deux catégories de critiques en fait à 2001 qu'on adresse. La première c'est « Ah, c'est plate, c'est prétentieux, c'est etc. » Ça, c'est le 99% de la vidéo d'aujourd'hui va concerner cette critique-là. Mais l'autre critique, c'est la critique de Tarkovsky, en vérité, le fameux Andrei Tarkovsky, lui-même réputé pour ses films interminables, que beaucoup de gens trouvent plate à mort. Mais moi, j'aime beaucoup Tarkovsky, mais lui haïssait pour mourir 2001 de l'espace. Bon, aussi La Guerre des Étoiles, Superman, Spielberg. Il y avait bien des affaires que M. Tarkovsky n'aimait pas, mais sur 2001, à la fin, on va parler rapidement de ses critiques à lui. Est-ce que c'est justifié ou pas? On verra. Mais commençons tout de suite. Comme d'habitude, qu'est-ce que ça raconte 2001 au-dessus de l'espace? Il y a deux manières de voir ça. En principe, ça raconte comment l'humanité, la race humaine, découvre sur la Lune une sonde extraterrestre, en vérité, un objet de fabrication extraterrestre. C'est le fameux monolithe, une grosse stèle noire parfaitement lisse qui émet des bruits bizarres. Et qui envoie aussi, quand nos scientifiques arrivent sur le site, qui envoie aussi un message vers Jupiter. Et une équipe internationale est composée, c'est principalement des Américains, il y a aussi un Russe à bord, un Soviétique. Ils sont envoyés sur le fameux vaisseau Discovery vers Jupiter pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais le problème, c'est qu'ils ont un sixième membre de l'équipage, c'est le fameux HAL 9000, un ordinateur hyper intelligent dont il n'est pas certain s'il est conscient ou pas. Il y a une grosse partie du film qui concerne cette question-là. HAL, en tout cas, lui-même, affirme qu'il est conscient. Il s'appelle lui-même une conscience artificielle, je pense, quelque chose comme ça. Je vous dirai la citation exacte, je l'ai trouvée tantôt. Je l'ai cité un peu plus tard. Mais voilà, le fait est que Hal, il a ses propres idées sur comment est-ce que la mission devrait se dérouler. Puis, ça se pourrait que les choses passent pas très bien pour nos astronautes. Ça se pourrait qu'il y ait un petit conflit d'interprétation entre ce que Hal pense qu'il devrait arriver, puis ce que nos astronautes pensent qu'il devrait arriver. Puis Hal, il est en contrôle de 100% des activités du vaisseau.
Fait qu'en gros, l'ordinateur vire fou, puis il se met à tuer tout le monde, puis nos astronautes sont bien mal pris, puis voilà. Puis après ça, ben, il y a une longue séquence hallucinatoire, vous le savez probablement, etc. Mais pourquoi la séquence hallucinatoire? Parce que l'autre histoire, qu'est-ce que ça raconte 2001? Ben, ça raconte comment une race extraterrestre qu'on voit jamais provoque en vérité l'évolution de la race humaine. Puis la première partie du film avec les hommes, des hommes des cavernes en vérité, va nous présenter l'éruption donc de ces extraterrestres de notre évolution. Et après, on découvre la sonde qu'ils ont laissée sur la Lune et qui les alerte, somme toute, de notre présence. Et éventuellement, ben, elle amène le survivant de l'expédition, spoilers, là, c'est pour 2000 ans, c'est de l'espace qui est sorti il y a comme quelque chose comme plus que 50 ans, 55 ans, eh bien, ils vont amener pas Al, mais Dave sur leur planète, quelque chose comme ça. Et provoque, voilà, etc. Ben, bref, une seule manière de le savoir, comme toujours, qu'est-ce qui se passe réellement, vous l'écouterez si vous ne l'avez jamais vu. Mais ça m'étonnerait mais que vous ne l'ayez jamais vu. Mais si vous ne l'avez jamais vu, oui, c'est vrai que c'est long. Ça dure en temps réel 2h15. Là. C'est écrit 2h30 sur IMDb, mais c'est plutôt 2h15 en fait. Mais voici pourquoi c'est un chef-d'œuvre total et absolu. Je ne veux plus languir. Ben, moi, j'ai toujours été surpris. Ça fait très longtemps, en vérité, que j'entends ça, que 2001, c'est juste plate. Puis c'est vrai que c'est un film, on va dire qu'il prend son temps dans la manière qu'il raconte son histoire. Puis ça tient à la nature du récit qui est raconté, qui est comment une race d'extraterrestres provoque l'évolution de l'humanité. Ça fait que c'est une histoire qui se passe sur, en somme toute, 60 000 ans, qui part du vide cosmique, puis d'une planète Terre à peu près naissante, là, je veux dire, au moins en ce qui concerne les races biologiques, là, les ancêtres des êtres humains, là, genre, il y a moins 50 000, moins 100 000, ce genre de trucs-là. Puis, c'est ça, nous mener de ce moment-là à l'évolution de Dave en une forme de surhomme, bon, etc. Fait que ouais, c'est sur l'évolution, puis la conscience, puis tous ces genres d'affaires-là, puis sur une échelle qui part de la préhistoire la plus lointaine au futur cosmique de l'humanité. Ça fait que ouais, c'est à grande échelle, ça fait que ça prend son temps pour ça. Mais si on regarde le film en tant que tel, ce qui est absolument sidérant, puis c'est ce qu'on va voir rapidement aujourd'hui, c'est que c'est un film qui est extrêmement efficace dans la manière qu'il raconte cette histoire-là. C'est un film où tous les plans servent réellement à raconter cette histoire-là. Il n'y a pas un plan de trop dans ce film-là. Il n'y a pas de gras, là. C'est juste du muscle, OK? C'est juste du succulent. C'est juste de la substance scientifique moelle dans le film. Donc, il n'y a pas un plan de trop, puis il n'y a aucun plan qui est trop long de un frame, comme on dit, là, une image. Là. C'est parfait comme film. Puis c'est ce qu'on va regarder présentement. Donc, on va se concentrer. C'est sur notre exercice qu'on va faire aujourd'hui. Pourquoi c'est bon 2001 au-dessus de l'espace? Ben, il y a une raison aujourd'hui, en vérité, c'est parce que c'est un chef-d'œuvre total et absolu du cinéma comme expression, comme langage cinématographique, en plus de toutes les idées. Je vais les évoquer extrêmement rapidement à la fin, là, juste de manière télégraphique. Mais la principale raison, c'est parce que c'est un chef-d'œuvre du cinéma en tant que forme d'art. Le cinéma en tant que forme d'art à la manière Truffaut et Hitchcock essentiellement, c'est-à-dire un langage artistique qui est basé sur des images en mouvement, puis la relation de ces images les unes avec les autres, ce qu'on appelle le montage, avec évidemment la partie trame sonore. Celle de 2001 sur l'espace est particulièrement au-delà de brillantissime. Là, tout là-dedans est un chef-d'œuvre total et absolu. Le traitement de la bande-son en particulier est déconcertamment génial. Mais somme toute, là, je vais surtout me concentrer sur les images qu'on va voir, puis je vais vous démontrer, essentiellement, tel est mon propos, qu'il n'y a pas un plan de trop. Alors, commençons tout de suite. C'est ça. Donc, je ne peux pas vous montrer le film en même temps que je parle, malheureusement,
parce que YouTube est extrêmement capricieux dans sa manière de gérer les droits d'auteur, puis il bannit les gens de manière complètement arbitraire et aléatoire. À notre époque, tout ça se fait de manière automatique par intelligence artificielle, mais on est très loin de HAL 9000 comme intelligence sur YouTube. Là, on n'est pas très proche au niveau de... C'est ça, l'algorithme de YouTube ne représente aucune menace pour HAL 9000. Mais la séquence au complet se trouve sur YouTube. Elle dure environ 10-15 minutes, selon où il la commence puis où il l'arrête. Donc, je vais juste vous la décrire plus ou moins plan par plan. Juste le début, le premier 2 minutes, le premier 5 minutes, en fait. Là. Je vais vous expliquer pourquoi il y a 2 minutes d'action puis 3 minutes de prologue. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Mais voilà, si vous voulez donc écouter la séquence en même temps, comme une sorte de commentaire audio, là, ce que je vous dis présentement, ben ça devrait le faire. Là. Je serais curieux de faire l'expérience, mais voilà, en ce qui me concerne ici, je vais juste vous décrire les trucs, mais comme je vous dis, les images sont sur le YouTube. Alors, le début de 2001, Odyssée de l'espace, est composé, donc le premier, encore une fois, 15 à 20 minutes, selon comment est-ce qu'on compte, est composé d'une série de 7 tableaux. Chacun dure environ 2 minutes. Okay? Et comme on va voir, chacun de ces tableaux-là est construit d'une manière extrêmement efficace. Il y a aussi un tableau 0, si vous voulez. Il y a une sorte de prologue qu'on retrouve sur les DVD, par exemple. Dans la copie que j'ai réécoutée hier, 2001. Je me suis couché à 1h le matin parce que c'est captivant. Même avec tous les déficits d'attention qu'on a de nos jours, là, je vous confirme, je l'ai réécouté hier, j'ai été captivé du début à la fin. Il y a une intermission judicieuse au milieu qui m'a permis d'aller à la chambre de bain, n'est-ce pas? Mais... c'est ça, là, je veux dire, je me suis pas ennuyé un instant en écoutant ce film-là hier. Et je l'ai quand même vu pas mal souvent. Mais voilà, il y a un prologue au début qu'on trouve sur certaines copies et qui est 3 minutes d'écran noir avec la fameuse musique de Ligeti, qui est un des principaux compositeurs qu'on entend dans le film. Donc Ligeti, c'est un compositeur contemporain dont la musique est caractérisée par des chants extrêmement troublants et déstabilisants, comme des chœurs, c'est microtonal, donc c'est des corps de ton. Puis sincèrement, l'impression que ça donne, c'est la fin du monde dans tes oreilles, grosso modo. C'est ça. Puis le premier 3 minutes, c'est ça. Donc quand le monolithe apparaît, le bruit du monolithe, c'est Lux Aeterna de Ligeti. Il y a d'autres morceaux du même compositeur dans le film aussi, mais ça a toute cette saveur-là extrêmement, là, c'est ce cœur de l'abîme du cosmos. Puis ça confère au film une grosse partie de son aura de mystère et de menace aussi, qui l'a plus ou moins tout le long. Puis qui lui rajoute donc ce côté, qu'est-ce qui se passe réellement, est-ce que c'est dangereux, puis qui contribue à l'effet qu'il produit, certainement quand on ne l'a jamais vu, mais même après plusieurs répétitions, là, un effet troublant et déstabilisant, donc cette trame sonore. Mais ce 3 minutes de noir total, qu'est-ce que c'est? Il mettait ça au début, à l'origine, pour prévenir les gens dans la salle de cinéma, puisque le cinéma traditionnellement est projeté en salle, mais pour prévenir les gens que le film allait commencer, puis c'était le temps de s'asseoir dans le fauteuil, puis si vous voulez du popcorn, dépêchez-vous d'aller en chercher parce que ça commence dans 3 minutes. Star Trek de Motion Picture avait la même chose. Je me demande si Superman n'avait pas la même chose aussi. C'est une pratique qui se voyait dans les films à gros budget parfois, là, certainement encore une fois. Là-dedans, c'est ça. Il y a un 3 minutes de mise en atmosphère qui contribue au fait que le film dure 2h30 officiellement, mais c'est juste le prologue. Okay? C'est juste pour te mettre en atmosphère. Bon, puis là, le film comme tel commence pour vrai. Le logo de MGM, tous ces trucs-là. Puis ça commence avec le légendairissime Ainsi parlait Zarathustra de, je pense, Richard Strauss. Donc, c'est ce plan, on commence avec un plan, OK? Puis je pense que ce plan-là, au complet, dure
quelque chose comme 1 minute et demie, mais c'est le générique en même temps. Puis le générique est très, très simple. On va voir d'abord le noir du cosmos, OK? Puis la surface de la Lune. Je crois pas mal certain que c'est la Lune. Donc, la surface de la Lune, mais la face cachée de la Lune. Donc, il n'y a pas de lumière. Puis, les premières notes de Ainsi parlait Zarathustra, qui est un point d'orgue sur un orgue, justement, traditionnellement. Donc, une note très, très grave maintenue sur un orgue classique, là. Ben, c'est ça. Donc, on a quelque chose comme 20-30 secondes là, de cette note très dense et atmosphérique. Puis là, la caméra commence à monter tranquillement, pas vite, pendant que la fanfare de 2001 Odyssée de l'espace, le cette légendairissime séquence musicale, ben, elle est légendairissime à notre époque à cause de 2001. Elle est légendairissime à cause de ce premier plan de 2001 Odyssée de l'espace qui, dès son premier plan, devient légendaire. Puis qu'on prend pour acquis aujourd'hui, mais qui est déjà un pas franchi, un pas colossal de franchi dans l'évolution du cinéma. Puis c'est approprié parce que c'est l'évolution de la race humaine. Voilà, donc la caméra panne, c'est pas la caméra s'élève en vérité, puis là on voit apparaître derrière la Lune, parce qu'on est du point de vue, on est d'un point de vue ce qu'on voit là, du point de vue d'une entité qu'on n'identifie pas pour l'instant, mais derrière la Lune, qui observe un alignement entre la Lune, la Terre et le Soleil. Une sorte d'éclipse terrestre, une éclipse de la Terre du point de vue de la Lune, okay, quand la Terre passe devant le Soleil. Ça crée un alignement qui est une autre image hyper connue de 2001. Puis c'est une image hyper connue, donc la Lune avec la Terre en arrière, illuminée par le Soleil en arrière. Hyper connu cet alignement-là parce qu'il revient en vérité tout le long du film à des moments clés. Et pourquoi? Parce que... OK. Quand on regarde 2001 pour la première fois, on ne sait pas que ça raconte l'histoire d'extraterrestres qui vont accélérer l'évolution de la race humaine. Puis maintenant, c'est établi dans la culture parce qu'ils ont fini par l'expliquer, Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke, qui a coécrit le scénario avec Kubrick, qui ont vraiment coécrit les deux main dans la main. C'est un travail, c'est une coécriture à deux, le scénario de 2001. C'est ça, après que le film soit sorti, qui a mené à d'innombrables discussions, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est expliqué en vérité dans le film, on a fini par comprendre, puis on finit par nous le dire, que ça racontait l'histoire d'extraterrestres qui vont accélérer l'évolution de la race humaine. Mais quand tu le regardes, tu le sais pas que ça va être ça. Tout ce que tu sais, c'est qu'il y a la musique de Ligeti qui était hyper effrayante, OK? Avec le truc de la fanfare de Zarathustra, d'Ainsi parlait Zarathustra, qui est hyper impressionnante, avec une image du cosmos. Puis tu le comprends pas au début, mais ce que tu es en train de voir, c'est le point de vue des extraterrestres. Le film, le premier plan, qui est déjà légendaire, qui est déjà, encore une fois, un moment qui change la nature du cinéma au complet, un plan. Okay? Le premier plan a déjà changé le cinéma au complet. C'est le point de vue des extraterrestres qui sont en train de regarder la planète Terre, okay, qui sont sur la Lune, en vérité. La Lune, au plus tard, ils vont enfouir le fameux monolithe, ce qu'on ne sait pas encore. Puis ils regardent la Terre parce que, comme on va voir dans la prochaine séquence, ils s'apprêtent à accélérer l'évolution d'une espèce de pithécan de singe, grosso modo, nos ancêtres, qui sont sur le bord de l'extinction. Okay? Puis c'est ça qu'on va voir dans le petit bout qu'on va analyser plan par plan ici. 25 plans qu'on va analyser. On vient d'en faire un. On va aller plus vite pour les autres. Mais qu'est-ce que ça va nous raconter? Chacun des sept tableaux, okay, après le générique qu'on vient de voir. Donc le générique, c'est la mise en matière, là, l'entrée en matière. Chacun des 7 tableaux de 2 minutes qu'on va voir dans le premier 15 minutes
de 2000 au-dessus de l'espace va nous montrer un moment de l'histoire de nos ancêtres, les Pithecanthropes, puis de comment au début ils sont sur le bord de l'extinction, puis comment est-ce que le monolithe, donc les extraterrestres, interviennent dans notre histoire pour nous influencer, pour nous accélérer notre évolution de manière aussi impressionnante que mystérieuse, puis l'effet que ça va produire. Okay? Puis c'est ça que le premier 15 minutes raconte. La race humaine est en train de s'éteindre, on est une petite peuplade de quelque chose comme une trentaine d'hommes-singes en train de crever. Okay? Puis imbéciles. Okay? Pas de génie. Puis les extraterrestres débarquent, puis nous amènent au stade où est-ce qu'on est rendu, ils vont nous rendre possible la race humaine qui va plus tard aller sur la Lune, grosso modo, et même plus loin dans les étoiles. Donc, grosso modo, c'est ça le truc. Donc, au début, le 2001 a besoin de prouver, de démontrer, par le pur langage du cinéma, que la race humaine est en train de s'éteindre. Puis encore une fois, il ne te le dit pas à l'avance, il te le montre, OK? C'est un film, c'est un poème visuel, grosso modo, c'est ça qu'on voit. Donc, OK, fait qu'est-ce qu'on a? Ben, quand ça commence en tant que tel, on a notre plan numéro 2, essentiellement, puis en fait, les 8 plans subséquents, ben, c'est des plans de la savane préhistorique. Puis Kubrick, ici, fait quelque chose qui est un petit peu de l'ordre de ce que Peter Jackson a fait pour Le Seigneur des Anneaux, dans la mesure où il veut créer un environnement fantaisiste et inhabituel, donc la Terre du Milieu dans le cas de Seigneur des Anneaux. Mais ici, la préhistoire, la Terre très différente de l'époque où les humains n'existaient pas encore, bien avant l'Homo sapiens qu'on connaît. Ben, c'est ça, donc un monde étrange et mystérieux, ben, comment est-ce qu'il fait? Ben, il ne peut pas le tourner sur Neptune, il faut qu'il le tourne sur la Terre. Donc, il a trouvé un endroit, je n'ai pas vérifié où est-ce qu'il a tourné ça, en Afrique peut-être, je présume, parce qu'il y a beaucoup de déserts. Mais je ne le sais pas en vérité, je n'ai pas vérifié. Mais c'est ça, il a trouvé un endroit qui avait l'air très bizarre et préhistorique. Puis il nous montre une série d'images de cette lande désertique de la savane préhistorique. C'est ça qu'il fait. Mais il fait ça de manière beaucoup plus efficace que ce que je viens de vous expliquer ici. Okay? Le premier plan de cette séquence-là, okay, qui est la séquence qu'on regarde plus en détail aujourd'hui, c'est, donc là, on a eu la Lune, le monolithe, on a vu, OK, un film de Stanley Kubrick, 2000 au-dessus de l'espace, fondu au noir. OK. Puis là, on a notre deuxième vrai plan du film, on ne compte pas le prologue avec Ligeti, là. Donc, notre deuxième vrai plan du film, donc on a une image majestueuse. Stanley Kubrick est un photographe à l'origine. Sa direction photo est toujours malade mentale à se garrocher par terre. C'est ça qu'on a ici. Tout est splendissime dans ce film-là. Donc, voilà. Donc, un plan de la savane. Ça dure... je n'ai pas noté la durée de ce plan-là, mais... Ah oui, 13 secondes. Donc, puis... avec les mots « The Dawn of Man ». Donc, il nous dit qu'est-ce qu'il va nous montrer. Okay? L'aube de l'humanité. On est avant l'humanité, en vérité. On est l'aube, la vague lumière à peine perceptible de ce qui va devenir l'humanité pointe à l'horizon. Voilà ce que nous voyons. Puis là, c'est vraiment brillant ce que M. fait Kubrick ici. Parce que, donc, on a notre deuxième plan, The Dawn of Man, apparaît à l'écran. Puis là, on a une succession de 7 plans fixe, avec le montage très caractéristique de M. Kubrick, qui provoque un effet de jump cut essentiellement. Okay? Un effet saccadé d'une succession de tableaux vivants de cette savane préhistorique, avec parfois des formes extrêmement bizarres au niveau des roches, puis les arbres, etc., etc. Puis chacun dure quelque chose comme 4 secondes à peu près. Donc l'effet que ça produit
est très, à cause du jump cut, puis à cause de la rapidité, somme toute, avec laquelle ces images-là s'enchaînent, c'est que, ouais, il est en train de nous montrer un désert, OK, ou un environnement semi-désertique, mais il y a une rythmique là-dedans, parce qu'il est bien conscient qu'il risque d'emmerder les gens. OK? Il sait qu'il est en train de mettre en place une histoire à longue échelle, mais il déploie beaucoup de stratégies pour rendre ça intéressant. Puis, encore une fois, il n'y a pas de gras, il y a zéro gras là-dedans. Donc, il montre ces 7 plans fixes de toundra préhistorique, presque planète extraterrestre, puis qui provoque un effet déstabilisant, puis impressionnant, puis etc. Puis après, le dernier de cette séquence-là, okay, pendant tout ce temps-là, il n'y a pas d'animaux, puis tous ces plans-là sont fixes, et il y a un dernier plan sans animaux de 23 secondes, puis c'est le premier vrai mouvement qu'on a à part le pan dans l'espace. Là. Mais OK, allez jusqu'ici, on a juste des images fixes. Puis là, Kubrick annonce la transition à la deuxième partie de son prologue. OK, donc la deuxième partie du bloc A, là, la deuxième partie du premier tableau, essentiellement, qu'on analyse présentement. Bien, il amorce la transition par, encore une fois, un deuxième long pan, la caméra qui monte vers le haut, qui nous montre l'étendue désertique, encore une fois, un autre plan de l'étendue majestueuse et hostile en même temps de cet environnement. 23 secondes, je crois, dure ce dernier... Ouais, c'est ça, 23 secondes. Puis ça va nous servir... Donc, ça a un effet de dramatique, parce que jusque-là, on a pas eu de mouvement. Là, il y en a un. Ça fait qu'on sent émotivement qu'il y a une transition qui se produit. Puis la transition, c'est vers les premières traces de vie. Fait que là, il y a un saut qui se produit essentiellement. Donc là, on est rendu au 11e plan du film. Puis le 11e plan du film, notre première trace de vie, qu'est-ce que c'est? Puis tout le thème du film, à beaucoup de points de vue, est exprimé là. Donc au moins un des pôles principaux du film. C'est la première chose qu'on voit comme trace de vie non végétale, c'est un crâne. Un crâne d'une sorte de mammifère à cornes, un genre de buffle, un truc comme ça, qui clairement a été bouffé par tout ce qui bouffe de la viande de buffle décédé, n'est-ce pas? Je veux dire, il s'est fait buter par quelque chose, on ne sait pas quoi, puis la vermine, puis les chacals, puis les vautours de la préhistoire ont passé au travers. Puis tout ce qui reste, c'est ce crâne-là. Puis ça, c'est important parce que, comme on va le voir par la suite de cette courte séquence-là de 1 minute et demie, en vérité, là, le bout dont on parle maintenant, c'est juste 1 minute et demie du film. En vérité, c'est ça. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite après? Avec quoi est-ce que c'est comparé? J'allais dire contrasté, mais c'est pas le cas. Il n'y a pas de contraste. Il y a une continuité qui est établie avec le plan suivant. Puis le plan suivant, c'est un autre plan d'ossement, okay? Mais cette fois-ci, il n'y a pas rien qu'un crâne, il y a un paquet d'os, puis ces ossements-là, vous les reconnaîtrez tout de suite parce que c'est clairement des ossements d'êtres humains, ou de quelque chose qui ressemble énormément à un être humain, avec la cage thoracique, puis le crâne, etc. Il y a des squelettes de quelque chose qui est un être humain ou qui est très proche d'un être humain. Essentiellement, c'est clairement nous autres ou nos ancêtres. Puis qu'est-ce que ça dit? Ça dit que on est des bébites qui se font manger. Puis la vie est difficile. Puis ça, c'est tout le thème de ce petit bout de 1 minute et demie qu'on est en train de voir. Ce qui est établi, c'est ça. Ce qui est établi, c'est qu'il y a, somme toute, une pyramide alimentaire. Puis comme on va le voir, l'être humain est au bas de cette pyramide-là. On ne l'a pas pantoute. Puis comme on va voir, on est en train de disparaître en vérité quand le film commence. Donc, une pile d'ossements, nombreux cette fois, clairement proto-humains. Puis là, on coupe enfin, on est rendu au 13e plan. Puis pour la première fois, on rencontre nos ancêtres, les proto-humains, que pour la suite des choses, pour cette vidéo, on va appeler les Pithèques, parce que je trouve ça drôle. Alors voilà, donc les Pithèques, nos ancêtres les Pithèques. Et on les rencontre, ils sont en train de manger. Il y a beaucoup de monde qui mange dans le film, on en parle rapidement tantôt. C'est un des thèmes, c'est carrément un des thèmes du film,
devine qu'est-ce que le monde mange. Puis, nos pithèques, ici, ils mangent des brindilles. Alors, si vous avez déjà vu des chimpanzés ou des macaques ou quelque chose comme ça dans une vidéo de National Geographic en train de manger des bouts de brindilles, des petits bouts de feuilles, là, comme des branches qui ressemblent, des branches de thym, essentiellement. C'est ça qu'ils font. Okay? Ils sont dans ils sont dans le désert, puis ils mangent les bouts de branches qu'ils trouvent, puis les bouts de feuilles qu'ils trouvent. Puis, donc là, on a ce plan-là. On passe au plan suivant. La première fois qu'on voit nos amis les pithèques, nos ancêtres, ce plan-là dure 8 secondes. Puis, je mentionne ici que tous ces plans-là, en général, ils oscillent entre 4 à 8 secondes. Ils tendent plutôt vers le 4 secondes. On le verra à la fin quand on fera le calcul. Puis, la longueur des plans, si vous regardez attentivement au début, la longueur des plans dépend de la complexité de l'image, essentiellement. Donc, tu sais, on a parlé il y a un instant de la séquence de 7 images avec des jump cuts, en gros, là, où est-ce qu'on voit les images de la savane. Ben, la longueur de ces plans-là n'est pas systématiquement pareil. C'est pas toujours 4 secondes, OK? Puis des fois, c'est un peu plus, des fois, c'est un petit peu moins, puis tout le reste de la séquence, ça va être comme ça, généralement. Puis ça va dépendre, donc, est-ce qu'il y a un personnage, j'appelle le personnage un animal, là, OK, ou un tamanoir, ou peu importe. Est-ce qu'il y a plusieurs personnages? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a deux? Est-ce que le paysage est plus complexe, moins complexe? Fait que, donc, Kubrick nous laisse le temps d'absorber la complexité de l'image, puis généralement, on va couper juste avant que ça devienne, excusez pour le mot, mais plate, grosso modo. Parce qu'il y a toujours un effet, il y a toujours le fameux effet, encore une fois, jump cut qu'on a dans beaucoup de Kubrick, là, dans Orange Mécanique, par exemple. Ce genre d'effet déstabilisant, puis très rythmé, encore une fois. Puis ce qui est étonnant, qu'on a dans énormément de Kubrick, qui est un peu sa marque de commerce, les compositions très, très soignées, les mouvements de caméra très calculés, puis cet effet de montage particulièrement hypnotique. Puis ce qui est fascinant, c'est ce que j'ai mentionné, c'est que c'est ça, la longueur, moi j'étais certain que la longueur des plans en vérité était mathématiquement la même, le 4,2 secondes par exemple, mais c'est pas le cas en fait. Il va vraiment y aller en fonction de, je pense, la capacité, c'est l'impression que ça donne vraiment, de la capacité du cerveau humain, en gros, d'absorber la complexité de l'image qu'il est en train de regarder. Il joue là-dessus, essentiellement. Il est très finement calculé, son affaire. Puis, donc, voilà. Donc là, on a eu un plan, je disais, de 8 secondes de pithèques qui mangent des brindilles. Fait qu'est-ce qu'on voit? Il y a des prédateurs, ils mangent des mammifères. Nous sommes un des mammifères. On est une des sources d'alimentation de ces prédateurs-là. Ça nous a été compté en 2 plans, donc l'extrême économie, le plan du crâne du bœuf, puis le plan des squelettes de proto-humains. Puis, c'est ça, quand on voit un être humain après, ou un pithèque, là, un homme des cavernes, on va dire, un homme singe, ben lui, clairement, il n'est pas menaçant pour deux. Ça, il mange des brindilles, là, c'est tout juste s'il ne mange pas des roches, là, c'est ça. Donc, il n'est pas du tout menaçant dans la pyramide alimentaire. Puis ça, c'est confirmé par les plans qu'on voit. Ensuite, il y a une série de plans rapides, je ne les ai pas comptés, mais en gros, on va avoir une succession de plans où est-ce que on voit l'épithèque, ensuite on voit des genres de tamanoirs, donc ça semble être une sorte de mammifère africain, encore une fois, qui, pour moi, comme gars qui a grandi en Amérique du Nord, me paraît extrêmement exotique, puis c'est probablement pour ça que Kubrick les a choisis. Puis ces animaux, entre guillemets, préhistoriques-là, ces genres de sangliers, on va dire, préhistoriques, mais c'est pas des sangliers, c'est agressif. Là. Ces bébés-là ne sont pas agressifs pour deux scènes. Ben, elles cohabitent avec les humains, puis ils n'ont pas peur des humains du tout. Donc, c'est ça. Puis dans les plans qu'on voit, les plans qui suivent ici, là où on est rendu notre survol des plans de 2001, okay? Ben, on voit les genres de tamanoirs aller fouiller dans les mains, essentiellement, des pithèques de nos ancêtres pour aller voler les brindilles, pour les manger. Puis là, le pithèque se choque, puis là, il fait des grimaces, là, envoyé votant. Mais le niveau d'intelligence ici est comparable au niveau du tamanoir. C'est 2 mammifères
de style castor, là, au niveau de la menace que ça représente. Puis un castor, ça, c'est intelligent. Un castor, c'est astucieux. Nos ancêtres, les Pithèques ici, c'est ça. Entre le tamanoir puis eux autres, c'est ça. Si vous faites un concours d'intelligence, notre ancêtre Homo sapiens, pour l'instant, il est bien mal pris, c'est ça. Puis il est dans la tale animal, végétarien, inintelligent, qui cohabite puis rivalise plus ou moins pour les ressources avec cet animal-là. C'est ça. Il est au même niveau évolutif que le tamanoir. Si vous avez joué à Dominant Species, là, le jeu de plateau, là, où est-ce qu'on contrôle les ressources, puis on a nos espèces qui essaient de cohabiter, puis de rivaliser pour utiliser le plus efficacement possible les ressources, là, les deux sont au même niveau, puis c'est le plus bas niveau que tu peux être, essentiellement. Bon. C'est ça, les tamanoirs font tout ce qu'ils veulent, donc les humains les menacent pas du tout. Fait qu'encore une fois, tout ça, ça fait 1 minute que le film est commencé, mais il est en train de nous expliquer visuellement, ok, par une succession d'images, d'abord le désert qui établit l'époque où est-ce qu'on est, puis le climat où est-ce qu'on est, le fait que c'est bizarre, le fait que, pour nous autres, le fait que c'est hostile, etc. Ben, il est en train d'établir qu'il existe des différentes races biologiques, c'est des races animales, puis qu'il y en a des plus fortes que d'autres, puis il y en a qui mangent les autres, puis il y en a qui vivent leur petite vie quotidienne, mais ça va pas du tout, leur affaire. Puis ça, c'est nous autres. Bon, donc là, 2 plans de Pithèques qui font peur des tamanoirs pour les éloigner des brindilles, je l'ai mentionné, ces plans-là font environ 8 secondes chacun. Ils sont plus longs parce qu'il y a plus d'animaux, il y a plus de personnages dans le champ, dans le cadre. Puis à quoi ils servent ces 2 plans-là? Il n'y en a pas 15, il y en a 2. Puis à quoi est-ce qu'ils servent? À nous montrer que le tamanoir puis l'Homo sapiens est au même niveau d'évolution, c'est-à-dire le niveau mammifère boboche, qui ne l'a pas pantoute. C'est ça que ça nous montre, en gros. Voilà. Puis, ensuite, on achève. Ah oui! 2 plans de Pithèques qui font peur des tamanoirs. Un plan qui montre que ça marche pas bien, les tamanoirs font ce qu'ils veulent. Voilà. Puis le dernier plan de cette séquence-là, qui est la seule que j'analyse en détail, ben, qu'est-ce qu'on a vu? Notre environnement hostile. On sait que les mammifères se font manger. On a les 2 espèces végétariennes, semble-t-il, en tout cas, les genres de tamanoirs puis le proto-être humain. Mais qu'est-ce qui les mange? Ben, c'est le dernier plan de la séquence. Okay? Où est-ce que on a notre tribu d'êtres humains dans leur genre de petite plaine, là, le genre de repère qui n'est pas du tout sécuritaire en vérité. Puis comment est-ce qu'on sait qu'il n'est pas sécuritaire? Parce qu'ils sont en train de manger ce qu'ils trouvent dans la poussière. Puis il y a un guépard, okay, ou un animal comme ça, un fauve qui est caché en haut de la butte, en gros. Puis on le voit s'approcher tranquillement, pas vite. Ça, c'est juste un plan, c'est un long plan. Puis là, le guépard saute sur l'homme-singe, puis il l'attaque. Puis l'homme-singe essaie de se défendre, mais les autres en arrière se sauvent, parce qu'il y avait sa famille et ses amis, j'imagine. Les autres se sauvent, puis l'homme-singe, qu'est-ce que vous pensez qu'il y arrive? Ben, il se fait manger. Puis, fondu au noir. Bon. Donc, le film va nous raconter comment cette espèce-là, qui fait extrêmement dur et extrêmement pitié, puis qu'on va le voir dans la suite des autres tableaux là, du premier 15 minutes, comment cette race-là, dont on vient de voir par une utilisation systématique, extrêmement calculée, du montage, puis de la composition, puis de la superposition d'une image à une autre image par le montage, je veux dire, donc la succession, leur enchaînement, la succession des images. Ben, c'est ça, comme à cette race-là qui est en train de... qui n'est pas au sommet de la pyramide, qui est au bas de la pyramide, va devenir, comme on disait, la race qui va finir par devenir un surhomme cosmique dans les étoiles, avec l'aide de nos amis extraterrestres. Donc, puis le reste de la séquence, c'est quoi? Les autres, je ne ferai pas l'analyse plan par plan, mais c'est pour vous dire que là, je l'ai faite pour chacun de ces plans-là. Puis si j'avais les images en temps réel, là, si jamais je peux le faire en personne, puis que vous êtes là, on peut le faire plan par plan. Là, c'est vraiment... transparent, c'est évident, là, c'est magistral, ce qu'il fait, littéralement, là, c'est magistère maître, okay? C'est une classe de maître de l'espace. Ben, il raconte visuellement cette histoire-là, okay? De cette race-là, qui, bon, dans la deuxième séquence, ok, deuxième séquence de 7, de notre tableau au début, ben, deuxième séquence, c'est la fameuse séquence de la guerre avec une autre gang de pithécanthropes.
Donc, puis là, on est encore au niveau où est-ce que nos ancêtres, les Pithèques, sont pas intelligents, ils sont pas très forts, puis en gros, c'est des animaux pas très impressionnants. Puis le deuxième tableau de 2 minutes, présente nos pithécanthropes dans leur point d'eau, et il y a une autre bande qui se faufile, puis qui vient les attaquer. J'ai revérifié tantôt, c'est pas clair. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas tout à fait la même couleur de poil. J'ai l'impression que nos pithèques que nous, on suit, ont plutôt la peau, pas la peau, mais le poil noir et foncé. Puis ceux de la race qui les attaque ont plutôt le poil plus pâle. Dans mon souvenir, c'est comme ça. J'ai toujours eu l'impression que c'était ça. J'ai vérifié tantôt, puis c'était moins clair. Mais si c'est le cas, je pense que c'est important ici, parce que c'est pour nous dire aussi que ces deux espèces de proto-homo sapiens, mais qui ne sont pas tout à fait le même genre, essentiellement, qui ne sont pas tout à fait justement, la même espèce. C'est le même genre, mais pas la même espèce. Un peu comme l'homo sapiens puis le néandertal, idée générale. Okay? Fait que ça, je pense que j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de nous montrer en vérité. C'est pas seulement une autre tribu, je pense que c'est une autre espèce très, 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 très proche de la nôtre, mais légèrement différente. Puis j'ai l'impression que ça joue justement sur cette idée d'une espèce en particulier dont le développement va être encouragé par les extraterrestres. Puis je pense que c'est le cas parce que la gang que nous, on suit, eux sont visités par le monolithe, c'est la séquence d'après, puis eux, non. Eux, ils en mangent toute une plus tard, dans notre intro du début. Mais ici, c'est ça. Au début, c'est eux autres qui mènent. C'est cette haute bande de pithécanthropes. Et ils attaquent nos héros. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'attaque implique aucun contact physique. Puis ça, je pense que c'est observé. Je n'ai pas vérifié, mais je crois que j'ai déjà vu même en anthropologie, ça se voit des fois. Là. Certainement, des races animales, ça se voit. Là, où est-ce que le conflit est entièrement basé sur crier le plus fort possible, taper du pied, littéralement. Il y a pas mal de tapage du pied à ce moment-là entre les pithèques. Puis crier, puis faire le plus de bruit possible, puis se mettre le plus gros possible. Mais il n'y a jamais de coup d'échanger. C'est purement de l'intimidation. À ce stade-ci, c'est important parce que plus tard, ça change un petit peu. Il y a un petit changement qui est introduit un peu plus tard après la visite du monolithe. Mais en gros, 2 minutes ici. Donc, le premier bloc, la première séquence de 1 minute et demie, dont chaque plan dure... Il y a 25 plans, donc chaque plan, en moyenne, comme je disais, dure 4 secondes. Donc, c'est pour dire que M. Kubrick ne perd pas de temps. Puis chacun de ces plans-là, dans la première séquence, est calculé pour nous montrer l'écosystème, les animaux qui y vivent, puis 3 groupes d'animaux trois espèces d'animaux dans cet écosystème-là, les tamanoirs, des herbivores, nous autres, une autre gang de probablement herbivores, et finalement le guépard qui est le prédateur, okay, qui lui est au sommet de la pyramide. Bon, la première séquence de 90 secondes nous montre tout ça. L'écosystème, les 3 espèces qui rivalisent, on va dire, puis celle qui mène, c'est-à-dire pas les êtres humains, le guépard. Deuxième séquence nous montre, en 2 minutes, que même parmi les pithécanthropes, on n'est même pas ceux qui mènent. L'autre tribu sont plus fortes que nous autres, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, c'est par cette fameuse séquence où ils se mettent à crier autour du point. Donc ça dure 2 minutes, fondu au noir. Puis chacune de ces séquences-là se clôt par un fondu au noir. Puis ça aussi, c'est important parce que déjà, au niveau dramatique et efficace, ça produit un effet semi-hypnotique, je veux dire, c'est juste hyper efficace au niveau de la transition d'une séquence à l'autre. Ça indique vraiment que tu viens de voir un tableau. C'est ça le truc. C'est chapitre 1, l'écosystème. Chapitre 2, le conflit, les Homo sapiens perdent. Puis chacun de ces chapitres-là est clairement ponctué par un fondu au noir. Okay. Bon, mais le troisième, c'est quoi? Le troisième de nos 7 séquences de 2 minutes chacune, de la séquence du début avec les pithécanthropes, la troisième séquence, c'est la tribu a faim.
le soleil est en train de se coucher, puis le guépard qui vient de manger un de nos héros, okay? Le guépard est encore en haut, en train de se repaître d'un zèbre, en fait, un autre animal encore, donc il y a un gros zèbre qui vient de bouffer, puis tous les autres pithécanthropes de notre tribu que l'on suit sont cachés dans leur genre de bunker naturel. Puis ils ont la chienne, ils ont froid, puis ils ont la chienne, puis ils ont faim, ok? Puis on le sait qu'ils ont faim parce que il y en a un qui bouffe, qui fouille dans le poêle de son voisin pour voler un pou pour le manger, puis l'autre se met à se battre avec, ok? Parce que l'autre, il a volé le pot qu'il pouvait peut-être manger plus tard, essentiellement. Là. C'est ce niveau-là de famine. Puis ils ont froid, puis ils ont faim, puis ils n'ont rien à manger, puis ils vont se faire manger par le guépard bientôt. Puis là, on voit des gros plans sur le visage de nos pithèques qui regardent à gauche puis à droite, puis qui ont peur. OK? Voilà. Fait que, comment ça va pour nos copains? Ben, ça va vraiment mal. Ils sont sur le bord de crever, grosso modo. C'est ça, là. OK? Donc, ça, c'est la troisième séquence. Fondu au noir. Quatrième séquence. Là, on est à 8 minutes. Quatrième de 7. On est à 8 minutes 30 secondes, en vérité, du début du film. Et il y a un bruit étrange. Alors, on a notre tribu de pithécanthropes et ils sont couchés tous ensemble. Et là, un bruit étrange les réveille. Et c'est, eux, ils ne le savent pas, mais c'est Ligeti, n'est-ce pas? Et c'est la voix du monolithe qui vient d'arriver. Puis là, on le voit pour la première fois, le monolithe. Et, qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? Ben, il est aligné avec le monolithe est aligné avec la Lune et avec le Soleil derrière elle. Comme au début, on a vu la Lune est alignée avec la Terre et le Soleil. Donc, on voit ici qu'il y a une correspondance entre les deux. Puis, ça aussi, c'est notre scène hyper célèbre de 2000 ans de l'espace, parce que les singes se réveillent. Puis là, aller jusqu'ici, on a vu cette savane préhistorique, mais là, on a un gros élément de science-fiction, ce monolithe inexplicable, puis nos pithèques s'approchent, puis ils ont peur, mais ils sont attirés en même temps, puis là, ils se mettent à toucher au monolithe, puis là, ils retirent tout de suite la main comme si c'était brûlant, puis on ne sait jamais pourquoi ça fait ça, mais il a l'air d'avoir une sorte d'énergie ou quelque chose comme ça, mais ils sont effrayés, ils sont captivés en même temps, ils n'arrêtent pas de remettre la main sur le monolithe. Puis cette séquence, encore une fois, 2 minutes, qui est essentiellement quasiment rien qu'un plan, en vérité, rendu là. Nous montre la tribu de Pithèques qui se rapproche du monolithe, puis tout le monde se met à caresser puis à flatter le monolithe, puis donc voilà. Okay. Fait que là, le monolithe vient d'arriver, les Martiens sont débarqués, puis quel effet ça produit sur nos ancêtres pithécanthropes? Ben là, on arrive au 5e tableau de 7 de notre prologue. Donc, fondu au noir, puis là, on revient. Puis là, on a un de nos amis pithécanthropes. C'est une autre scène hyper célèbre. Un de nos pithèques qui est devant des carcasses de mammifères, de tamanoirs ou de zèbres, peu importe. Puis, depuis le début, on en voit. On remarquera que non seulement nous, on en voit, mais depuis le début, depuis le moment où on a vu des pithèques dans cette séquence-là, ben, on les voit se promener dans ces eaux-là, puis ils les remarquent à peine. Là. Ça fait partie du décor, ils interagissent jamais avec les ossements, ils sont juste là. C'est pareil comme les brindilles ou les roches. Bon, ils fouillent dedans pour voir s'il y a quelque chose à manger, mais ils s'en occupent pas. Puis là, on voit, encore une fois, séquence hyper célèbre, un des pithèques, puis là, il est en train de... Donc, le monolithe vient de visiter la séquence d'avant, fondu au noir, puis là, on le voit, puis il est en train de jouer dans les ossements, puis là, il se met à jouer. Puis c'est vraiment génial, parce que ce qu'on va voir à ce moment-là, c'est la première fois que l'ancêtre de l'Homo sapiens a une idée. C'est la première pensée abstraite de l'ancêtre de l'Homo sapiens, du proto-Homo sapiens. C'est ça que cette séquence-là nous montre. Puis comment est-ce qu'elle nous montre ça? Par la magie du montage, puis la magie de la composition. Donc c'est ça. Puis en fait, je ne sais pas c'est qui l'acteur dans le costume de singe, là, mais il est super bon en plus. Là. Donc, je pense que c'était des danseurs, mais ne me citez pas là-dessus. Fait qu'il est en train de jouer dans les eaux, puis là, puis là, il se met à donner des coups avec, il prend un os,
Puis, de fil en aiguille, les os commencent à rebondir dans les airs, puis ça fait comme un effet de levier, etc. Bon, puis donc, il commence à comprendre que tu peux prendre un os, il en prend un, puis il commence à comprendre que tu peux donner des coups avec un os ou une branche, que tu peux t'en servir comme un outil, en l'occurrence une maillotche. Puis là, il y a un truc vraiment génial, hyper efficace, qui est Kubrick entrecoupe très rapidement, en fraction de seconde quasiment. Là, je veux dire, c'est un montage extrêmement rapide, là, pas 4 secondes, là, moins qu'une seconde. Ben, il entrecoupe la massue qui défonce complètement le crâne desséché de cet animal avec l'image d'un animal vivant qui vient de manger un coup de maillotche sur la tête. Puis pourquoi? Parce que notre Pithèque est en train de l'imaginer. Ce que ça nous montre, là, il n'y a pas de langage. Il n'y a rien ici pour nous, M. Kubrick, il n'y a rien pour nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête du pithécanthrope, à part la magie du cinéma, puis c'est ça qu'il fait. Donc, il fait avec son montage parallèle, puis c'est ça, il vient de comprendre, de visualiser que le crâne, c'est comme le crâne du tamanoir, puis qu'il peut prendre la massue, puis défoncer la tête du tamanoir avec. Bon. Puis c'est ça, okay, avec la musique glorieuse et festive, là. Cet os me donne une idée, OK? Puis, fondu au noir. Puis là, on revient à la prochaine séquence, qui est la dernière, je crois. Puis, donc, la dernière séquence, c'est tout le monde est en train de manger de la viande. Donc, il vient d'avoir l'idée de buter un animal, OK? Puis là, Kubrick nous montre pas 20 minutes d'homme-singe qui traque pour la première fois. Je veux dire, ils n'ont rien de ça. Il est économique, il est économe. Donc, il nous a montré la première idée, c'est hyper impressionnant. OK? Puis c'est hyper jouissif la manière que c'est filmé, fondu au noir, puis là on revient, puis c'est quoi la prochaine affaire qu'on voit? Ben, notre tribu de Pithèque, OK, qui allait jusque-là mangeait des brintilles avec 2-3 bouts de feuilles dessus, OK, puis qui crevaient de faim, sont toutes en train de se faire péter la panse avec de la viande fraîche, OK? Toute la gang, monum, viande fraîche, OK? Qu'ils ont pu obtenir, évidemment, parce qu'ils ont chassé avec la maillotche. Mais ça, ils te le font comprendre, ils font juste te le montrer. Là, ça va bien, là, ils sont contents, parce que le monolithe est passé par là. Et ce qui est intéressant, c'est que le monolithe a rendu ça possible, il a accéléré l'évolution. Mais il a planté le germe, mais la séquence qu'on vient de voir, c'est l'effet de ce germe-là quand il commence à germer, justement. Okay? L'impulsion a été donnée, puis la séquence qu'on vient de voir, c'est l'être humain vient d'avoir sa première idée. Son territoire mental avait été préparé, labouré par les Martiens, puis là, voici ce qui pousse, cette idée-là. Puis là, ils sont en train de manger, puis ça va bien. Puis c'est suivi par une autre attaque de l'autre tribu. Puis ici, c'est remarquable parce qu'il n'y a pas de fondu au noir. Donc c'est clairement, on est clairement en train de voir la même séquence en vérité. On a vu au début que leur position de nadir alimentaire dans la pyramide, là, de plus bas niveau alimentaire, c'était un élément, puis le fait qu'ils se font manger la laine sur le dos par l'autre bande de Pithèque, ça c'était d'autres aspects du diagnostic fatal qui leur était adressé, si on veut. Mais là, ici, c'est ça. Maintenant, ils sont au sommet de la pyramide, ils mangent de la viande, puis les Pithèques les attaquent. Puis clairement, c'est la première fois que ça leur arrive. Là. Les autres Pithèques arrivent, puis là, ils se mettent à crier. Puis là, ils traversent puis là, notre gang, ils ont toutes des massues cette fois-là. Ils ont tout un os à la main. Puis les envahisseurs, eux, ils n'ont jamais vu ça. Ils ne savent pas c'est quoi, ils ne remarquent même pas. Mais le premier qui traverse, lui, il le remarque parce qu'il en mange un coup en pleine face, n'est-ce pas? Bang! Puis ils tombent par terre. Puis au début, les autres, ils continuent d'avancer, mais ça prend pas longtemps qu'ils remarquent que leur chum qui vient de traverser, ça fait 35 coups de maillotche qu'ils mangent en pleine face, n'est-ce pas? Puis ils bougent plus. Puis là, les autres, ils se regardent, puis ouais, qu'est-ce qu'on fait? Puis ils s'en retournent. Ils n'insistent pas.
Et nos Pitech triomphent, évidemment, parce qu'ils viennent d'inventer le meurtre, grosso modo, qui est aussi le triomphe militaire. C'est la première fois qu'ils butent un autre Pitech, essentiellement un autre genre de proto-homo sapiens. Mais ça leur assure la suprématie. Puis on remarque à la fin de cette séquence-là qu'ils marchent un peu plus droit. Ils se tiennent un peu plus debout. Tandis qu'aller jusque-là, il y avait un langage corporel qui faisait très, très, très simiesque. D'ailleurs, leurs enfants sont joués carrément par des chimpanzés. Mais là, ils ont l'air pas mal de marcher plus droite sur leur... ils sont encore à plus ou moins à quatre pattes, mais ils sont plus droits, là. Okay? Puis on leur massue. Puis là, ils se mettent à crier de triomphe, n'est-ce pas? Puis là, et dans cette exubérance jouissive d'avoir finalement atteint le sommet de la pyramide alimentaire, car c'est ce qu'on vient de voir, aidé par les Martiens et le monolithe, ben dans cette exubérance, n'est-ce pas, évolutive, notre ami Pitech lance un os dans les airs, sa massue, son arme, son outil pour célébrer. Puis là, c'est le jump cut. le plus long de l'histoire du cinéma qui nous fait passer de moins 50 000 à 2001, année de l'Odyssée de l'espace. Donc c'est ça. Donc c'est le jump cut entre l'os dans les airs puis un vaisseau spatial, un satellite. Puis là, après ça, là, on continue. Puis là, c'est le beau Danube bleu, la musique, la trame sonore. Puis là, c'est les plans de de stations spatiales, la roue qui tourne, les navettes spatiales, etc. Puis là, on est rendu dans cette étape-là. Puis, j'arrête mon analyse ici, mais le truc, c'est que, bon, pour la première séquence de 1 minute et demie, j'ai fait plan par plan. Mais cette analyse-là, plan par plan, on peut la faire, comme j'ai mentionné, pour tout le film, puis ça va marcher, parce que le film est raconté comme ça. Le film est construit méticuleusement, plan par plan, pour raconter cette grande histoire de l'évolution de la nuit des temps à notre futur évolutif cosmique. Bon, puis... c'est ça, il y a un aspect... Donc, j'arrête ici pour mon analyse, c'est pour vous dire que c'est ça, non seulement il y a les plans, la syntaxe du cinéma raconte toute l'histoire, mais il y a aussi cette accumulation de structures, là, de petites vignettes de 2 minutes, le film, puis elles-mêmes qui sont recoupées en séquences de, bon, le premier 20 minutes qui est la partie préhistorique, mais après ça, tu as le bout sur la Lune avec Heywood Floyd, le genre d'archéologue, si on veut, qui s'envoie sur la Lune, qui est responsable de la mission, etc. Puis les genres d'intrigues, pseudo-guerre froide avec les Russes. Ça, c'est un 15-20 minutes, quelque chose comme ça. Mais là, quand la sonde envoie un bruit sur Jupiter, bon, ben là, on a toute la section avec Hal. Puis après ça, bon... vous vendre un punch, ben Hal se fait déconnecter, n'est-ce pas? Puis là, la dernière demi-heure, en gros, c'est le voyage galactique de notre astronaute survivant qui finit par... c'est jamais extrêmement bien... C'est jamais expliqué, en fait, c'est laissé vague, puis ça fait partie d'une des forces du film qui l'explique pas il l'explique pas verbalement, explicitement, mais en gros, qui rencontre les extraterrestres, puis qui devient plus évolué que nous, en vérité. Qui est une des raisons pour lesquelles la fin est hallucinatoire, parce qu'il voit des trucs que lui comprend pas, puis il le comprend pas parce qu'il est au même niveau d'évolution que nous autres. Puis nous aussi, on ne peut pas le comprendre. Les trucs, les lumières à la fin de 2001, ce sont des trucs que on n'est pas capable de comprendre parce qu'on n'a pas ça dans notre culture, puis on n'a tellement pas de points de référence que ça nous apparaît uniquement comme des points de lumière. Mais c'est ça, pour les Martiens, ils savent tous exactement qu'est-ce que c'est ces choses-là, ça ne les impressionne pas du tout, là. Donc voilà. Mais pour nous qui regardons le film, on est au niveau de Dave, puis donc voilà, nous on est au niveau, on n'est pas beaucoup plus élevé que le Pitech en vérité. Donc, voilà, donc tout le film est structuré comme ça, puis cette accumulation de vignettes-là donne au film une saveur qui est très proche de la science-fiction littéraire, à beaucoup de points de vue. Ce genre de structure-là est assez rare, finalement, au cinéma, puis c'est assez courageux, finalement, de montrer un film comme ça, avec cette accumulation-là de vignettes, puis chacune a sa propre saveur, puis met l'accent sur différents aspects du grand récit qui nous est raconté. Quand on arrive sur
la station spatiale, justement, la première fois, bon, déjà, c'est à la minute 25 qu'on entend le premier bout de dialogue, là, ou 22, je pense, si on compte pas le prologue de... le 3 minutes de Ligeti au début. Là. Mais c'est ça prend 20 minutes, 20-25 minutes avant que quelqu'un dise quelque chose, puis c'est l'hôtesse de l'air, de l'espace qui dit bienvenue à bord, Monsieur Floyd, essentiellement. Puis, mais qu'est-ce qu'il nous montre là, rapidement? Le truc avec la séquence au milieu, c'est que... C'est tout ce que je vais dire rapidement là-dessus, mais il y a deux aspects, parce que les gens disent c'est plate, puis c'est ennuyeux, puis cette séquence-là d'exubérance dans le déploiement de spectacles technologiques, essentiellement. Bon. Ça, c'est le truc que Tarkovsky n'aimait pas du film. C'est un des aspects qu'il reprochait au film, parce qu'il trouvait que c'était insignifiant, en gros. Puis, je pense que c'est mal comprendre, en vérité. Je pense pas que Tarkovsky, quoi que je reviens sur sa critique dans un instant, mais quand Heywood Floyd arrive à bord de la station spatiale, ben, on nous montre cet homme, qui est le docteur Heywood Floyd, donc, qui est en train de dormir dans l'avion de l'espace, puis le crayon flotte dans l'absence de gravité, puis l'hôtesse de l'air vient chercher le crayon puis la remet dans sa poche. Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça raconte? Puis il y a plein d'affaires qui sont racontées dans cette séquence-là, mais bon, il est tout seul dans l'avion. Pourquoi est-ce qu'il est tout seul dans l'avion? Ben, implicitement, parce que, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait une raison officielle? Est-ce que ça se pourrait parce qu'il y a eu un vol? Donc, s'il y a un avion, normalement, il y a des passagers. Il y en a plus qu'un. Okay? Puis là, lui est le seul passager à bord de cet avion-là. Donc, il y a un indice ici pour ce qui va venir plus tard. Puis ce genre d'indice-là, Kubrick en met continuellement. Il est toujours en train de te raconter qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que tu es en train de voir en dessous de la surface, essentiellement. Kubrick nous met vraiment beaucoup d'indices okay, pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Puis quand on voit ces indices-là, c'est pour ça que j'en parle, ça cesse d'être ennuyeux. Quand tu comprends que la grammaire du cinéma est employée pour te raconter cette histoire-là, puis que tu vois que chaque plan te raconte un petit bout de l'histoire, puis c'est pas ça qui est là, puis il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas un quart, un frame là, de trop dans ce film-là, ben c'est ça cesse d'être ennuyeux. C'est rempli d'indices sur la direction que l'histoire va raconter, mais sur aussi le message secret du film, l'histoire secrète du film, qui est cette histoire d'évolution qui n'est pas du tout expliquée explicitement dans le film, que nous, comme je disais, on connaît parce que ça fait des décennies que le film est sorti, puis tout le monde en a parlé en large et en travers. Mais c'est pour vous dire que c'est ça. Donc, il y a des aspects d'intrigue en filigrane, des indices subtils et nombreux, puis des trucs, des éléments d'intrigue par rapport à comment ça va se passer avec Al plus tard, puis des éléments de décor, etc. C'est bourré d'affaires comme ça. Mais aussi, qu'est-ce que c'est en train de nous raconter cette séquence-là, avec le Dr. Floyd dans sa navette? Ben, c'est en train de nous montrer un moment, donc dans le futur de 2001, le film date de 68, donc 30 ans dans le futur, grosso modo. Un futur où le voyage dans l'espace est banal, est normal. Puis, pourquoi c'est important? Parce que ce voyage dans l'espace-là, thématiquement, est la continuité directe de l'os, du fémur, de ta manoir, de notre premier outil, de notre première idée, de notre premier pithécanthrope. Toute cette séquence-là, cette longue séquence de vaisseaux qui tournent majestueusement dans l'espace avec la musique le beau Danube bleu, etc., Valse de Strauss, ben c'est ça nous montre qu'est-ce que ça a donné, cette évolution-là. Ça nous montre cette créativité-là humaine qui a été déclenchée par les extraterrestres, mais ça nous voit l'application soit 50 000 ans plus tard, de la continuité de cette route-là, dont les premiers pas ont été franchis là, au tout début du film. C'est ça. Donc, on est en train de voir la suite de ça. C'est encore le même thème. Donc, puis il y a un élément où est-ce que il y a un élément spectaculaire, puis c'est encore une fois le truc que Tarkovsky reprochait au film, que c'est presque pornographique dans la mesure où est-ce que c'est nous épater avec de la technologie futuriste, puis bon. Mais, je m'excuse, mais c'est cool, ça!
Tu sais, parce que un détail qu'on oublie, là, OK, c'est qu'on est en 1968 quand ce film-là sort. Ben, on est un an avant Apollo 11. On est un an avant le moment où les gens marchent sur la Lune pour vrai. Fait que tout ce qu'il y a dans le film, tout ce qu'on voit dans le film, puis en général, qui fait scientifiquement extrêmement rigoureux, là, OK? Puis tu sais, Kubrick, ils ont mis beaucoup de temps et d'efforts pour me rendre ça le plus réaliste possible. OK? C'est réaliste en fonction de la science des années 60, mais il n'y a pas tant d'affaires qui ne marchent pas dans le film. Là. Il y a des, ils ont essayé d'être scientifiquement rigoureux, puis il y a des petits trucs de logique, moi je pense qu'on peut se demander, là, ce serait, bon, si on veut rigoter sur les détails, mais c'est ça, c'est scientifiquement rigoureux le film. Ben, c'est ça, là où je veux m'en venir, c'est que on oublie pour nous maintenant pour qui c'est rendu banal, de certaine manière, marcher sur la Lune. Pour nous, ça fait 50 ans que les gens l'ont fait. Mais avant, c'était le rêve inconcevable de, justement, l'humanité depuis 100 000 ans, là. OK? Mais, ça fait 100 ans, 120 ans pour nous autres à peu près que les frères Wright ont volé pour la première fois. Aller jusque-là, juste voler dans les airs, 20 pieds dans les airs, c'était miraculeux et inimaginable et inconcevable. Pendant toute l'histoire de l'humanité, aller jusqu'à il y a 100 ans. Puis il y a 50 ans, on marche sur la Lune. Bon, ben c'est ça, pour nous, c'est banal. Pareil comme pour les personnages du film, c'est banal. Mais pour les gens qui ont vu le film pour la première fois en 1968, c'est le contraire de banal. Puis qu'est-ce qu'ils voient? Ben, ils voient un futur où c'est banal, mais un futur qui est haut en couleur, grandiose, hyper spectaculaire, puis en même temps qui est extrêmement... c'est ça, terre à terre, avec voici les bottines de l'espace que les hôtesses de l'air portent pour pas s'envoler, puis plein d'affaires comme ça. Puis il y a des petits gags, là, il y a en fait plusieurs gags, mais la toilette de l'espace, puis Howard Floyd, toute cette séquence-là, là, où est-ce que, juste avant qu'il atterrisse, là, Dr. Floyd, on nous montre différents aspects de cette technologie futuriste, puis le Dr. Floyd, il lit les instructions des toilettes les toilettes de l'espace, puis hyper important, c'est écrit, lisez toutes les instructions, puis ça fait genre 5000 mots, là, c'est hyper long, il y a 95 clauses, là, hyper détaillé, écrit ça de gros, super petit, là, fait que voilà, fait qu'il y a une couple de gags comme ça, bon, mais ce que ça cherche à démontrer, quand il arrive de la station spatiale, la station qui tourne, là, okay, quand il arrive dans la station spatiale, ben, il y a un hôtel, qui est, je pense, un Hilton, puis il y a un restaurant, je pense, c'est un Howard Johnson, je ne sais pas trop quoi, là, mais c'est des chaînes hyper connues aux États-Unis, là. Pour nous autres, c'est moins connu un peu. Mais aux États-Unis, c'est ça, c'est des chaînes d'hôtels hyper connues, puis de restaurants hyper ordinaires, puis hyper normales. Puis ils en ont sur la Lune, puis c'est juste normal. Ah, puis là, ils rencontrent des Russes, puis ils s'entendent plutôt bien, mais eux autres, ils ont entendu parler de... Fait qu'on voit qu'il y a encore des tensions politiques, mais ça semble plutôt résolu, puis des affaires comme ça. Mais somme toute, là, l'esprit du propos ici, c'est que 2001, c'est de l'espace, a un côté, en plus de tout le reste, le côté philosophique, puis le côté thématique, il y a un côté qui est, c'est un film d'exploration de l'espace comme Destination Moon, 15 ans avant, ou les films de Quatermass jusqu'à un certain point, ou First Man in Space, etc., etc. Il y a toute une série de films de science-fiction qui commencent à sortir à peu près dans les années 50. Même en vérité, c'est pas vrai parce que même à l'époque du muet, il y en a. Himmelskibet, le film danois de 1917-1918. Il y a Voyage cosmique, les films soviétiques de 1936, que j'ai vu sur grand écran il n'y a pas longtemps, c'était très cool. La femme dans la lune de Fritz Lang de 1929, je crois, dans ce genre d'année-là. Là. Un peu après Metropolis, mais avant les films parlants. Donc c'est ça. 2001 de l'espace appartient à toute cette tradition-là de films de l'espace qui cherchent à nous montrer à quel point c'est impressionnant, puis qui essaient à nous faire rêver, là. Okay, du voyage dans l'espace. Puis c'est pour ça, entre autres, qu'il s'étend aussi longuement. Donc, toutes ces séquences-là de gadgets cosmiques, où les décors sont hyper impressionnants, puis où tout a l'air hyper vrai, hyper réaliste, puis hyper fonctionnel, ben ça sert, puis c'est ça qui est génial, entre autres dans ce film-là, un autre affaire qui est génial, ça sert autant à nous faire
voir la continuité thématique de l'évolution du proto-Homo sapiens sous l'influence des extraterrestres, dont on s'apprête à nouveau à faire la rencontre avec le monolithe sur la Lune. Donc, ça sert à établir cette continuité-là, mais aussi juste à nous épater, comme, encore une fois, dans Destination Moon, ou le Conquest of Space, les films de George Pal, c'est à ce côté-là, c'est un côté George Pal 2001. Puis, dans les grandes forces de 2001, c'est ça, c'est de combiner tous ces niveaux-là. Puis, dernière affaire que je vais dire pour le film, parce que l'objet vraiment, c'est de vraiment mettre l'accent sur à quel point le film est brillamment construit au niveau de la syntaxe du cinéma, okay? Puis au niveau du cinéma comme œuvre d'art, mais comme techné, là, comme artisanat, etc., mais aussi au niveau artistique, mais juste au niveau du langage, ça, de la maîtrise totale, la maestria du cinéma comme pure expression. Là. Bon, ben c'est ça. Ben, il y a toute la partie avec Al, puis je rentre pas dans les détails, mais c'est ça. Les comédiens sont corrects en général dans le film, c'est inégal, mais les deux astronautes principaux, Gary Lockwood, qui joue aussi dans Star Trek, avec le premier pilote avec le capitaine Kirk, donc le deuxième pilote de la série, celui qui fait Gary Mitchell. Puis, mais bref, Gary Lockwood est astronaute, puis surtout Keir Dullea. Ben, Keir Dullea, il est super bon, qui fait Dave. Donc, lui, puis le Douglas Rain, qui fait la voix de Hal, la voix de l'ordinateur, ben, eux, ils sont vraiment bons. Puis c'est pour vous dire que, c'est ça, toute la séquence avec Hal a vraiment quelque chose d'aussi terrifiant que... de vraiment pathétique, mais dans le bon sens. Quelque chose qui te brise le cœur, ultimement. Puis avec un mystère qui n'est jamais vraiment résolu. Puis encore une fois, là, je finis mon commentaire sur 2001 avec ça, mais on pourrait faire une autre vidéo rien que là-dessus, là, sur la partie avec Al. Puis c'est souvent la partie à laquelle on pense en premier, en vérité. C'est la partie la plus mémorable à beaucoup de points de vue de 2001, parce que c'est le moment vraiment où il y a une intrigue plus classique de cinéma, là, qui est OK, Al devient fou, puis se met à tuer tout le monde. Là, spoilers, encore une fois. Bon, je présume que vous l'avez vu. Mais c'est ça, je l'ai réécouté encore une fois hier, puis il y a un mélange, il y a un côté où c'est terrifiant, mais le moment où Al se fait débrancher, là, ça te brise vraiment le cœur. Puis la terreur existentielle de l'ordinateur potentiellement psychotique, qui sent qu'il est en train de perdre son intelligence. Puis, le moment où la première fois dans ta vie que tu regardes 2001, puis là, l'ordinateur a tué tout le monde, puis il se passait un paquet d'affaires, ça a été hyper dramatique. Puis là, Al est en train de supplier Dave de ne pas le débrancher. Je sais que j'ai pris beaucoup de mauvaises décisions ces derniers temps, dit Al, mais je me sens beaucoup mieux maintenant. Je pense que tu réagis un peu trop fort, là. Je pense que tu devrais prendre un calmant, Dave. Ce genre d'affaire qu'il dit. Puis là, Dave, évidemment, il ne se laisse pas convaincre. Mais puis là, il se met à débrancher l'ordinateur, puis Al, il dit « Ah non, écoute, tu devrais pas faire ça, Dave. » Puis là, il se met à dire « J'ai peur, Dave. J'ai peur, Dave. » Puis il commence à répéter ça. « Je sens ma mémoire qui s'en va, j'ai peur. » Ben... Wow! Puis tout le long, le film ne dit jamais si Al a vraiment une conscience. Lui, il l'affirme. Encore une fois, je n'ai pas trouvé l'expression qu'il emploie, là, mais on voit une entrevue télévisée entre Al et un journaliste. Puis le journaliste lui demande carrément s'il est conscient, s'il y a une conscience comme nous on l'entend. Puis Al répond oui, c'est ça. Je suis une conscious entity. Je suis une entité consciente. Je suis fier de mon travail et je souhaite faire de mon mieux. Je souhaite faire de mon mieux comme n'importe quelle entité consciente. Conscious entity, c'est la formule que Al emploie pour parler de lui-même. Puis, même quand le film est terminé, on ne sait jamais vraiment si Al était conscient ou s'il faisait juste semblant. Puis,
un peu comme on l'affirme aujourd'hui pour l'intelligence artificielle, mais je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est évident qu'elle n'est pas consciente. C'est un tour de magie d'une profondeur diaphane. Là. Bon. Mais dans le cas de Hal, c'est moins trop, c'est plus troublant, puis c'est ça, puis euh, ouais, j'ai remarqué un truc, puis je vous laisse là-dessus, puis après ça, le commentaire de Tarkovsky en 2 minutes, puis après ça, ça sera tout, mais euh, j'ai remarqué pour la première fois hier un petit détail d'intrigue qui est que le moment où est-ce que tout commence à mal aller avec Al, dont on voit qu'il se soucie de Dave puis de son autre copain, puis il joue aux échecs, puis il lui souhaite bonne fête pour son anniversaire, etc., etc., etc. Bon, il félicite pour ses dessins, etc. Et Al félicite Dave pour la qualité de ses dessins. Oh, tu t'améliores vraiment, etc. Puis merci pour la belle partie d'échecs. Puis là, après quelques minutes de ça, Al parle à Dave. Puis il se met à lui poser des questions. Puis il dit, écoute, Dave, est-ce que ça te dérange si je te pose une question personnelle? Je dis, non, pas du tout, vas-y. Al, je t'écoute, mon ami ordinateur. Puis là, Al, il dit, écoute, c'est très curieux parce que cette mission m'apparaît vraiment très bizarre. Puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais il y a tellement de secrets. Puis pourquoi est-ce que les 3 savants qui sont en hibernation étaient déjà en hibernation quand la mission a commencé? Puis pourquoi c'est? Puis pourquoi ça? Puis là, Al se met à soulever toutes les affaires bizarres dans la mission. T'sais. Puis Dave répond en gros qu'il ne sait pas. Puis il se parle comme ça pendant un bout, puis Al pose beaucoup de questions à Dave, puis puis à un moment donné, Dave, il dit, écoute, Al, pourquoi tu me poses ces questions-là? On dirait quasiment que tu es en train de me faire passer un test psychologique. Puis là, Al répond, non, non, je dis ça juste comme ça, mais c'est juste par curiosité. Ah, mais attends, oh, alerte, alerte rouge, il y a un problème avec le transistor XYZ dans le radar de communication. Le module de communication va tomber en panne 100% certaine en 3 jours. À mon avis, il faut absolument le remplacer. Puis c'est là que ça commence. Okay. Puis on se rend compte plus tard que le module n'était pas défectueux. Fait qu'on dirait que Hal a fait une erreur. Puis c'est là qu'il commence à douter de Hal. Puis c'est là que les choses commencent à dégénérer à bord. Mais l'affaire qui est vraiment fascinante, c'est que... Puis le film fait juste nous le présenter, mais comme un indice hyper subtil, puis il donne jamais de réponse définitive. Mais l'affaire, c'est que Hal, quand il pose ses questions à Dave sur le secret de la mission, puis qu'est-ce qu'il pense qui se passe, puis c'est très mystérieux, il est en train de mentir à Dave. Puis ça, c'est l'affaire que je pense, jamais remarqué avant. Parce que Hal connaît tous les secrets de la mission. Puis ça, on le sait parce que quand il se fait débrancher à la fin, on voit pour une dernière fois un enregistrement du Dr. Floyd qui parle à l'équipage, un message enregistré, puis qui dit « Ah oui, votre mission, cette sonde sur Jupiter, etc. » Puis qui explique l'intrigue, en gros. Puis là, Dave, pour la première fois, l'apprend que, ouais, il y a eu le message avec le monolithe, puis bon, ils vont enquêter, qu'est-ce qui se passe. C'est hyper top secret. Mais le docteur Heywood Floyd, dans l'enregistrement, il mentionne que Hal est au courant. Hal sait tous les détails de l'émission depuis le début. Ça fait que dans cet entretien avec Dave, où il lui pose des questions, où Dave lui-même fait remarquer qu'on dirait qu'il lui fait passer un test psychologique, c'est après cette conversation-là que Hal, qui connaît tous les secrets de la mission, mais qui vient de manière mensongère de dire à Dave qu'il ne sait pas, c'est à ce moment-là que Dave, qui est en contrôle total de la mission, annonce qu'il va y avoir une faille dans le module de communication. Puis, est-ce qu'il se trompe ou est-ce qu'il ne se trompe pas? Parce qu'à ce moment-là, déjà, il a déterminé que il y a vraiment, est-ce qu'il faisait vraiment passer un test psychologique à Dave? Puis est-ce qu'il a vraiment conclu que Dave était en vérité en train de commencer à montrer des signes de déchéance psychologique, là, parce qu'on voit leur quotidien, mais on voit qu'ils
bon, comment est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils font pour passer le temps. L'idée, ça doit être, c'est qu'ils doivent trouver le temps long. T'sais. Puis la musique, quand on voit le Discovery, c'est l'Adagio de Khachaturian. C'est un très, très beau morceau, mais c'est très triste en même temps. Donc, l'idée est que psychologiquement, il y a des raisons de croire qu'ils trouvent ça difficile. Donc, est-ce que ça se pourrait que Hal, à ce moment-là, ait juste conclu que l'équipage était sur le bord de perdre les plombs, finalement, ou éventuellement allait perdre les plombs. Ben, le film ne nous le dit pas, puis c'est encore une fois une des affaires absolument géniales du film, une des nombreuses affaires hyper géniales, c'est qu'il te donne des indices, mais il te laisse tirer tes propres conclusions. Puis il ne peut pas répondre plus que ça au mystère de Hal, parce que la question de savoir si Hal est lui-même une forme d'intelligence ou de conscience, au même type que l'être humain, ben, c'est une autre manière d'articuler la même question, le même thème que tout le film, en vérité. Parce que Hal, en tant qu'intelligence, si Hal est vraiment une conscience intelligente autonome, donc une autre espèce, en vérité, ben Hal représente pour l'humanité ce que nous, les pithécanthropes, à l'époque où est-ce qu'on était avant le monolithe, ben c'est ça, ce que nous, on était pour le thème noir ou le guépard, là, ou l'autre gang de primates, okay, de proto-homo sapiens. On est une autre race potentiellement rivale, un autre état, une autre entité, une autre forme de conscience potentiellement rivale dans l'écosystème de la galaxie, essentiellement. Puis venant de quelqu'un comme Arthur C. Clarke, c'est en plein genre d'idées qu'il serait capable de développer. Là, si vous avez lu Childhood's End, c'est son genre de thème, essentiellement. Donc, j'arrête ça là-dessus, mais ben, c'est ça, il n'y a pas une minute du film qui n'est pas truffée de questions comme ça, ou d'observations qu'on pourrait faire de ce genre-là, puis d'écho du thème général, comme on a parlé, puis il n'y a pas une minute du film qui n'est pas analysable, comme on l'a fait au début du film, au niveau de, oui, comment un cinéaste, au sommet de son art, construit un film en utilisant la syntaxe du cinéma à son état le plus pur. Donc voilà. Puis qu'est-ce qu'il reprochait, Tarkovsky, puis c'est notre conclusion pour aujourd'hui, ben j'ai passé une grosse partie de la journée à lire des entretiens avec Tarkovsky, puis moi j'adore vraiment Tarkovsky, à beaucoup de points de vue, c'est mon réalisateur préféré, mais il est un peu prétentieux. C'est juste. Mais c'est parce qu'il cherche quelque chose. Je pense que c'est ça l'affaire. Puis je pense que. Qu'est-ce qu'il reproche en gros? Lui, il trouve que c'est un spectacle vide et creux, puis que c'est un pur étalage de technologie. D'après Tarkovsky, 2001, c'est ça. C'est juste un pur spectacle de technologie, puis que l'humain disparaît dans l'histoire. Puis je pense que quand on le regarde, certainement toute la séquence entre Dave et Hal, tout ce bout-là, puis comment est-ce que Dave réagit, puis sa terreur pendant cette séquence-là, mais aussi quand il traverse la porte des étoiles à la fin, etc. Puis cette question-là sur la conscience de Hal, puis sa propre la tragédie de Hal en quelque part, puis sa douleur, puis sa détresse, puis le chagrin quand il meurt, etc., quand Hal meurt, ben, pour moi, c'est plus que sincère, là. C'est profond, ça exprime quelque chose. Mais, tu sais, quelque chose, moi, qui me touche énormément, puis que je reconnais, d'une certaine manière. Mais c'est pas le même genre de thème que les trucs dont parle Tarkovsky, puis c'est vrai que c'est pas le même aspect de l'humanité, c'est pas les mêmes... Ils jouent pas dans les mêmes eaux, essentiellement. Ils ont pas les mêmes genres de préoccupations. Puis... Tarkovsky est un croyant. Est-ce qu'il était un orthodoxe? Ça dépend à quelle entrevue que tu lis, là. Bon, peu importe. Il était chrétien, mais ça dépend à quelle journée tu lui demandes. Mais il croit en quelque chose, ça c'est certain. Mais puis il y a un aspect où est-ce que il retrouve pas ces genres de préoccupations, on va dire spirituelles, dans le film de 2001. Mais je ne suis pas certain que c'est ça la principale différence en vérité. Parce qu'il y a une spiritualité, de certaine manière, dans 2001. C'est juste que c'est une spiritualité athée. Mais l'équivalent de ces préoccupations-là, ben c'est ça le sujet de 2001. Cet émerveillement mélangé avec cette terreur par rapport à la grandeur du cosmos, puis notre place dans le cosmos, puis l'évolution, puis etc., etc. Le truc que la musique de Ligeti exprime un élément de tout ça, essentiellement. Puis le côté majestueux, avec le côté terrifiant. Ben tout
ça, c'est une forme d'expression une forme d'équivalent de spiritualité, si on veut, d'un point de vue plutôt matérialiste athée, qui est plutôt le point de vue de M. Clarke, en tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Certainement, comme je dis, Childhood's End, c'est plutôt comme ça. C'est même pas loin de Lovecraft comme truc. Mais je pense pas qu'en fait que c'est ça. Je pense que Tarkovsky, ce qui le dérange, c'est Kubrick. Puis je pense que ce qu'il n'arrive pas à exprimer lui-même, c'est que Tarkovsky, fondamentalement, c'est un poète. C'est un gars comme David Lynch. Puis il n'arrête pas de dire, quand on lit les entrevues, que son œuvre n'est pas explicable. Lui, il donne des explications pour ses films. Si tu lui demandes vraiment et qu'il t'insiste, il va te le dire, ouais, Stalker, ça veut dire ça. Puis incidemment, ses explications sont toutes décevantes, là, ouais, grosso modo. Quoi qu'il dit quelque chose pour Solaris, pour la fin, que j'avais jamais perçu comme ça, qui est hyper intéressant. On en parlera peut-être un autre tantôt, parce que j'avais jamais vu ça comme ça, là. Sujet intéressant, pour une autre fois. Mais pas Kubrick, mais Tarkovsky, lui, ses films sont pas faits pour être compris intellectuellement. Ces films sont faits pour être ressentis comme des poèmes, en fait. Puis lui, il a une explication pour ce qu'il fait, en règle générale. Mais le tableau qu'il nous présente, Tarkovsky, est un tableau, une peinture vivante, comme David Lynch. Puis David Lynch, il y avait une raison, il y a beaucoup d'indications, la manière qu'il en parle. Dans Lost Highway, lui, il sait réellement qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Okay? Mais il te l'explique pas. Il te laisse à toi l'interpréter de la manière que tu veux. Puis ultimement, tout ça t'est présenté comme une pure expression du subconscient, comme un rêve éveillé, essentiellement, comme un poème. Qu'est-ce que c'est? Tandis que Kubrick, même si, comme je mentionnais en début de vidéo, il y a un côté extrêmement poétique dans ce qu'il fait, fondamentalement, c'est pas un gars comme ça. C'est plutôt un gars plus rationnel. C'est plutôt un gars dont on peut regarder le film en se disant, justement, il est en train d'articuler un discours rationnel, puis ce qu'il exprime, je peux le comprendre intellectuellement. Puis pourquoi c'est bon 2001? C'est parce que c'est la plus pure expression de ça. C'est pareil que Stalker, et à beaucoup de points de vue, Stalker ou Sacrifice, c'est la plus pure expression du cinéma comme poésie, comme œuvre poétique non interprétable au niveau mental. Puis forcément, parce que le cinéma est une œuvre d'art, il y a toujours un peu des deux. Il y a toujours une partie interprétable de manière rationnelle, puis une partie narrative, puis il y a toujours une partie poétique en contrepartie, qui est la partie purement symbolique, où est-ce que ça fonctionne au niveau du pré-verbal, puis etc., etc. Là, vraiment l'imaginaire verdoyant et vibrant de la psyché qui est en contact direct avec l'univers au complet. Je veux dire, le truc, le gros truc, la pure expression de la psyché, là, comme potentiel, puis voilà. Comme ça, la psyché. Bon, fait que c'est ça, la poésie. Tarkovsky est comme ça. Mais c'est ça. Puis si c'est ça que tu... C'est ça. Si tu considères que l'art ultime, c'est David Lynch, puis c'est entièrement justifiable parce que David Lynch est au sommet de la pyramide artistique, ben ouais, tu vas trouver, si tu ne considères que cette forme-là, la forme poétique de langage cinématographique, ben ouais, tu peux trouver que Stanley Kubrick est superficiel, si on veut, parce qu'il n'y a pas ça. Mais, comme on vient de le démontrer, c'est pas du tout superficiel. Puis les émotions sont aussi profondes et aussi importantes, mais c'est juste des questions comparables dans le même univers de réflexion et de préoccupation, mais racontées avec un langage qui est poétique, mais dont la motivation puis l'expression est avant tout fondamentalement plus rationnelle que poétique, plus hémisphère gauche du cerveau qu'hémisphère droit, grosso modo. Puis la principale différence entre Tarkovsky et Kubrick, c'est ça. Puis moi, j'aime les deux. Ne boudons pas notre plaisir. Donc, voilà pour 2001. Donc, c'est juste... Je l'ai réécouté hier. C'est un chef-d'œuvre total. C'est vraiment un monument là, colossal de encore ce que l'être humain est capable de produire. Puis si on suppose qu'un monolithe est venu dans la haute préhistoire pour stimuler l'invention humaine puis notre évolution,
Ben, si on en juge par un film comme 2001 Odyssée de l'espace, ça a valu la peine. Bravo les Martiens. Et bravo M. Kubrick. Bravo à vous autres. Merci à vous autres. À bientôt. Puis longue et prospère. À la prochaine.